10 ans d'Alia, lorsqu'on arrive après le bac, on a du mal à imaginer qu'un jour on deviendra chef d'entreprise. Alors après l'armée et les études, que reste-t-il de ces 10 ans d'Alia ? Quel travers a vécu Alexandre Siksik, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alexandre Siksik, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est loin derrière cette première année d'intégration que vous avez passée avec le Rav Mamou, l'armée. Aujourd'hui, vous habitez Tel Aviv, vous êtes marié, vous avez un petit garçon. C'est vite passé ces 10 ans ? Très vite passé, très riche, mais très vite passé, avec énormément de souvenirs. Ouais. Qui date d'hier dans ma tête. Mais la route est encore longue et belle. Ouais. Donc, ces 10 ans de victoire, de réussite. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Les études que vous avez menées à IDC, l'année d'intégration, l'armée ? Clairement, entre ces 3 étapes, c'est évident que l'armée était plus difficile, ouais. Au niveau physique comme émotionnel. Pourtant, vous vouliez faire l'armée ? Oui, complètement. C'était indispensable dans ma vision de l'Alia, dans mon processus d'intégration. Pas de doute à ce niveau-là. Alors pourquoi ? L'armée pour s'intégrer ou l'armée parce que c'est une joie de travailler, de servir l'État d'Israël ? Les deux. L'armée pour Israël, voilà, cette responsabilité au niveau national, ce défi personnel, l'objectif d'intégration, la langue. Je pense que c'est le meilleur ulpan. C'est là-bas que vous avez vraiment appris l'hébreu ? Complètement. Ouais. Donc on y apprend toutes les notions en hébreu, que ce soit du quotidien ou un petit peu plus slang qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre en ulpan. Ouais. Donc indispensable pour l'intégration. Bon, pourtant ça a commencé bizarrement ce premier jour d'armée, je crois. Très bizarrement, Cathy. Premier jour d'armée où j'arrive civil à Tel HaShomer, pas loin de Tel Aviv. T-shirt et jean, les cheveux longs. Je ressors les cheveux rasés dans un bus en uniforme le jour, donc c'était début août, le jour du mariage de ma cousine Germaine en France, avec toute ma famille, auquel j'ai pas pu assister. Donc je vois des photos, feedback, donc toute ma famille en train de célébrer et pendant que je suis dans ce bus, donc un petit peu déboussolé à ce moment-là, et la petite goutte d'eau qui fait pas déborder le vase, mais presque. Je descends de la base, donc il était peut-être 21h ou 22h, donc nuit noire dans une base dans le nord d'Israël, où je me retrouve sélectionné, pioché parmi d'autres soldats pour être envoyé directement en cuisine. Et je me retrouve encerclé, inondé de casseroles, de vaisselle énormes. À frotter, mais c'est pas de la vaisselle de maison, c'est de la vaisselle qui nourrit des centaines et centaines de soldats, donc c'est des casseroles où limite je pourrais rentrer. Donc je me retrouve à passer ma première nuit dans ce décor. Évidemment, ça marque comme premier jour. Ça marque, voilà, les souvenirs sont clairs. Ça s'est arrangé après. Ça s'est arrangé, bien entendu. Où vous étiez ? J'étais dans l'unité Kfir, donc les entraînements sont basés dans le nord d'Israël, dans la vallée du Jourdain, près de Beth Shean. Donc où on y passe environ 8 mois d'entraînement, avant d'être réparti ensuite en tant que soldat formé, confirmé, dans différentes positions en Israël, principalement en Judée-Samarie, pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Alors pourtant, vous êtes monté tout seul. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Je crois que sur toute la famille, vos frères et sœurs, vos parents, tout le monde est là, sauf un frère qui reste à Paris. Voilà, les choses ont bien changé. Après 10 ans d'espoir et d'argumentation avec ma famille, ils sont là, excepté un frère qui est encore à Paris, mais qui est, je l'imagine, sur la route. C'est qu'une question de temps. Okay. Mais voilà, on a ouvert la voie et maintenant on est entouré. Bon, alors vous avez aussi passé, on va dire, du temps sur les bancs de l'école, de la fac. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. IDC, c'est plutôt un institut, mais on apprend plein de choses. Vous aviez commencé des études de finance, terminées d'ailleurs. C'était assez challenging comme étude, puisque vous avez étudié en anglais ou pas ? Alors, challenging, bien sûr. L'anglais, c'était une priorité pour moi. J'avais un bon français, un hébreu correct. Il me fallait l'anglais pour travailler en Israël et même à l'international. Donc, IDC proposait cette solution, tout en étant dans un cadre très agréable, avec une équipe pédagogique extraordinaire, donc sous un modèle américain, des enseignants du monde entier, des étudiants du monde entier. Donc, c'était bon pour le réseau.
Absolument. Ça vous sert jusqu'à aujourd'hui ? Ça me sert jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ça a servi ma femme, avec laquelle j'étudiais et qui a trouvé son emploi jusqu'aujourd'hui grâce à IDC également. Contact d'IDC, bien sûr. Donc le réseau, le cadre, c'est une expérience extraordinaire que peu d'universités ou d'écoles proposent aujourd'hui en Israël. Et le tout avec un très bon niveau. Alors on dit pourtant que la première année, c'est l'année fondatrice quand on monte en Israël. Est-ce que pour vous ça a été le cas aussi, ou chaque année il y a eu quelque chose de bon à prendre qui vous a servi sur votre parcours ? Alors chaque année me sert encore aujourd'hui. La première année, c'est la première expérience en Israël, moi qui ai été composé de plusieurs phases. Vous étiez avec le Rav Mamou. Absolument, avec le Rav Mamou que je salue, qui nous a accompagnés donc, dans cette première expérience à travers quelques mois de volontariat au kibbutz. Donc première expérience israélienne extraordinaire, dans un cadre nature, avec un mode de vie complètement différent. Deuxième expérience Magen David Adom, donc une expérience dans les ambulances. Vous faisiez du bénévolat ? Du bénévolat, absolument. Donc expérience, encore une fois, extraordinaire, où on est confronté à une réalité et à un type de population qu'on ne connaissait pas. Et une dernière expérience religieuse en yeshiva à Haïfa, où là, on revient un petit peu sur nos traces et on s'imprègne de Torah, de sionisme et Eretz Israël. Ouais. Donc toutes ces phases-là m'ont permis de construire aussi ma vision d'Israël et de développer mon amour d'Israël et mon envie d'y rester principalement. Alors on comprend que ce sont comme des pièces d'un puzzle en fait, tout simplement, que les unes s'imbriquent dans les autres. Vous aviez choisi d'étudier la finance lorsque vous êtes arrivé en Israël. Vous avez travaillé dans la finance, dans un fonds d'investissement israélien. Hein, c'est ça qui est bien avec vous, c'est que vous avez tout de suite bossé avec des Israéliens. Mais au bout de 6 mois, vous avez fait un constat... c'est rapide, 6 mois d'ailleurs, pour ce genre de constat, comme quoi il n'y avait pas vraiment de débouché pour vous. Absolument. Première chose, l'univers de la finance est très fermé en Israël et demande au-delà des études universitaires beaucoup de diplômes nationaux à passer. Plus de diplômes que de contacts. Je pensais que c'était plus les contacts. Il y a le côté contact qui est essentiel pour rentrer dans des entreprises sérieuses ou dans des banques, donc très difficile d'accès. Il faut du piston, quoi. Il faut beaucoup de pistons. Il faut connaître des gens. Et comme vous l'avez dit, en 6 mois, c'est rapide, mais il faut être rapide. Il faut être concret, tachlès, comme on dit au quotidien. Il faut être rapide. En Israël. Il faut décider rapidement. Voilà, il faut décider très rapidement. Rapide ne veut pas dire précipiter, faire de mauvais choix, mais être rapide dans sa prise de décision et surtout dans son analyse du marché. Aujourd'hui, les Israéliens, on le voit, sont des gens qui réfléchissent très vite et qui prennent des décisions très vite. Donc on doit aussi, en tant que Français, apprendre à se comporter de cette manière. S'adapter et faire la même chose. Absolument. Okay. Et c'est ce que j'ai fait après 6 mois donc, en entreprise, en finance. J'ai levé la tête, regardé ce qui se passait sur le marché et j'en suis arrivé à une nouvelle industrie, du digital marketing, dans laquelle je travaille aujourd'hui. Alors, vous avez bossé pendant 5 ans dans une grosse boîte, une grosse agence de marketing israélienne. Vous avez touché un peu à tout, des très gros budgets, plus petits budgets, des grosses boîtes. Absolument. En français, en anglais, en hébreu. Toute langue, tout pays, tout type de montant. Et ça vous a donné envie de monter votre entreprise que vous avez faite. On en parlera peut-être dans une autre émission. Absolument. Voilà. Donc j'ai appris un métier qui me permet aujourd'hui de vendre mes services avec un savoir-faire très précis. Et aujourd'hui, vous êtes installé à Tel Aviv, donc vous n'êtes plus célibataire, vous êtes un jeune couple avec un enfant. Alors, comment ça se passe quand on est, on va dire, un jeune francophone installé à Tel Aviv, par que la vie est très très chère ici? La vie est très chère et on travaille dur pour pouvoir se l'offrir. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, du prix d'un 4 pièces à la location? Le prix d'un 4 pièces à la location. On va être dans les 12 à 15 000 shekels dans un appartement propre, éventuellement, si on a un peu de chance, avec un parking au cœur de Tel Aviv. Donc la vie est très chère, que ce soit même la restauration, les courses, tout y est cher. Mais c'est quand même une ville merveilleuse où on se sent bien, un cadre de vie très très agréable. Vous faites tout à pied, en vélo, en trottinette? On fait tout en vélo. Moi, je vis en vélo. Je vais au travail en vélo. Je vais à la synagogue la semaine en vélo. Je vis en vélo. Donc ça, c'est une force.
et le cadre de vie agréable. Alors, vous parlez de synagogue, ça tombe bien parce que on sait qu'il y a une recrudescence de synagogues, de communautés francophones à Tel Aviv, de vieilles synagogues qui réouvrent leurs portes grâce aux francophones. Absolument. Vous y trouvez votre compte à Écoutez, quel niveau ? Ça fait 10 ans que je vis en Israël et j'ai vu l'évolution religieuse de Tel Aviv, qui est extraordinaire. On peut constater à l'œil nu, que ce soit les restaurants kasher ou les synagogues. Moi, je fréquente personnellement, voilà, vous l'avez dit, une synagogue à laquelle les Français ont redonné vie, en fait. ont donné vie. Une synagogue extraordinaire qui est un lieu de rencontre et un lieu d'étude, principalement, où moi j'étudie tous les matins. Vous pouvez les citer, hein. Voilà, Ethan Galam, je passe un grand bonjour à Ethan Galam, qui a mis en place donc cette Keila, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à une étude de haut niveau, grâce à une yeshiva qui est proche de la synagogue, où les étudiants de cette yeshiva viennent enseigner aux Français. Donc moi j'étudie le matin en semaine en hébreu, le Talmud, et c'est quelque chose d'extraordinaire et qui me fait rester à Tel Aviv. Donc toutes ces marques, voilà, ça me fait clairement rester à Tel Aviv aujourd'hui. Ce côté communauté, études, prière, on y trouve tout type de profil religieux. Ouais, c'est ça. Alors, quel genre de gens on fréquente ? Des Français, des Israéliens mélangés ? Des Français et des Israéliens. Et quel genre de profil ? Voilà, alors moi, les Israéliens que je fréquente aussi, notamment dans le cadre d'études, sont des Israéliens profil sioniste, très impliqués, armés, études, travail. Après, bien entendu, il y a énormément de profils en Israël internationaux, beaucoup de jeunes, un cadre assez extraordinaire. Du côté francophone, on a une vie sociale très remplie, premièrement du fait de la proximité, tout le monde habite les uns à côté des autres. Donc mes amis francophones sont autour de nous. Vous adorez tout, il n'y a rien qui vous déplaît à Tel Aviv ? Le coût de la vie me déplaît. J'ai certaines problématiques, on va dire, avec la pudeur de la ville. Ça veut dire que les gens ne sont pas assez habillés ? Voilà, les gens ne sont pas assez habillés, non pas dans une perspective... Ça vous dérange ? Parce qu'après tout, vous avez été parisien. J'ai été parisien, mais à Paris, il fait froid. D'accord, donc les gens sont habillés. Ici, dans des quartiers où je suis, moi, un petit peu plus du nord, des quartiers de famille, où je me balade en poussette avec ma fille et ma femme, on a beaucoup trop souvent affaire à des hommes ou des femmes dénudés. Les enfants posent des questions. Les enfants posent des questions, il faut pouvoir expliquer. Donc voilà, je pense que la pudeur, c'est très important, non pas dans une perspective religieuse, mais individuelle, tout simplement. D'accord. Non, je vous pose la question comme ça parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, qui ont des idées stéréotypées sur cette ville. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. C'est bien de. Il y a tous les profils, tous les genres, tous les âges, beaucoup de jeunes et beaucoup d'économie, beaucoup de business. Moi, mon entourage personnel francophone est un entourage très bien intégré professionnellement. On se rend compte que Tel Aviv, Israël de manière générale, et Tel Aviv plus particulièrement, attire beaucoup de jeunes Français avec de hautes études, de hautes écoles d'ingénierie par exemple, qui attirent ces profils-là. Donc c'est une ville, si je pourrais dire en une phrase, qui nous tire vers le haut d'une certaine manière, que ce soit professionnellement, parce même spirituellement. Absolument, on y trouve tout. Bon, on va finir comme ça. En tout cas, merci de nous avoir apporté votre témoignage. 10 ans d'Alias, ce n'est pas rien. On est content que votre famille vous ait rejoint. On vous souhaite encore pleine d'années fastes. Voilà. Merci, à bientôt. Cathy, à très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.